Quelle est votre définition de l'économie positive? S'il y a une économie positive, c'est déjà qu'il y a une économie négative. En tout cas, une économie dont on n'est pas capable de mesurer ni l'utilité sociale, ni l'utilité environnementale, mais simplement la capacité qu'elle a de permettre à certains de dégager des profits considérables. L'idée que je me fais de l'économie positive, c'est que la production, que la création de valeur soit le plus utile possible à la collectivité, qu'elle rémunère la prise de risque, bien sûr, mais que l'économie continue à permettre des gains à ceux qui prennent des risques, et sans que ça se fasse au détriment de l'intérêt général. Vous parliez de l'idée d'aller au-delà du profit. Est-ce que les patrons vous suivent? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience de leur part? Le problème, c'est aujourd'hui, à mes yeux, d'abord de convaincre les décideurs politiques, les décideurs financiers, notamment les banquiers privés comme banquiers publics d'ailleurs, de l'importance de la biodiversité en économie, et notamment d'entreprises qui gagnent de l'argent mais ne sont pas des sociétés de capitaux, qui sont des sociétés de personnes, les associations qui interviennent dans le champ économique, les coopératives, les mutuelles qui interviennent mais ne font pas le même usage des gains qu'elles réalisent. C'est-à-dire que ces gains, ces profits ne rémunèrent pas le propriétaire du capital investi, mais rémunèrent les salariés, abondent les fonds propres et font des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple, des entreprises plus tempérantes et plus résistantes d'ailleurs aux aléas des conjonctures économiques. Il me semble essentiel de rappeler aux acteurs politiques, économiques et financiers l'existence d'ores et déjà d'entreprises qui ont fait le choix, par leur statut ou par leur finalité, de la vertu sur le plan environnemental et social. Après, plus on diffuse, mieux c'est. Mais avant d'aller créer de nouveaux objets, reconnaissons d'abord ce qui existe. Une entreprise éthique et plus humaine, donc, ne serait pas antinomique avec la rentabilité? Absolument pas. D'ailleurs, il y a de multiples exemples d'entreprises parfaitement rentables, exposées à un jeu concurrentiel parfois féroce, et qui pour autant sont gouvernées démocratiquement, au sens où, notamment dans les coopératives ou les SCOP, elles sont dirigées une fois l'année par leurs salariés, par des conseils d'administration représentatifs des salariés. Il y a des entreprises qui sont aujourd'hui dans le champ concurrentiel et qui relèvent du statut associatif, qui ne rémunèrent pas donc le propriétaire du capital investi. Donc oui, ça existe et il n'est qu'à voir l'essor et le développement, notamment en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, de l'entrepreneuriat social, pour voir qu'aujourd'hui, il y a une vraie recherche de signification. Ça sert à quoi ce que je produis? Ça sert à quoi la richesse que je crée? Sinon, à enrichir le détenteur d'un joli portefeuille d'actions. Donner le pouvoir aux salariés, ce serait la nouvelle direction de l'économie française? C'est une des directions, en tout cas, qu'ils aient davantage de pouvoir ou de capacité à participer à la régulation. Moi, j'observe juste, pour tordre le cou à centre d'a priori, qu'on s'est penché, nous, comme ministre de l'économie sociale et solidaire, sur la durée de vie des SCOP. Les SCOP, elles sont dans le secteur concurrentiel. Et ben, on voit qu'une SCOP, quand on la compare à sa concurrente, qui est une société de droit commun de même taille, la SCOP est plus résistante et plus robuste et a une durée de vie plus longue que sa concurrente. En quoi les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent-elles être une des solutions à la crise? Ce qui est incontestable aujourd'hui, c'est que l'ESS est une des pistes, une des voies par lesquelles sortir de la crise. Pour nous extraire de la crise, et c'est aussi une réponse, c'est-à-dire que c'est à la fois un but et un moyen, l'économie sociale et solidaire. Il faut tendre à développer les principes de l'ESS, mais il faut aussi utiliser ces moyens aujourd'hui pour nous aider à en sortir. Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour sortir de la crise, recréer de l'emploi, sur qui va-t-on s'appuyer? Sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont créer des emplois d'avenir. Ces emplois d'avenir ne seront pas seulement utiles socialement parce qu'ils rendront un service à une population, mais ils seront utiles économiquement parce qu'un jeune qui du jour au lendemain passe de l'inactivité à l'emploi devient un agent économique qui consomme, qui recrée de la confiance, etc., etc. Donc la sortie de crise en France, elle passe, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, par l'économie sociale et solidaire. Quel est votre moteur, l'espoir qui vous fait lever chaque matin, celui qui vous motive chaque jour? Faire en sorte que le testament laissé par cette crise, qui appelle aujourd'hui à des régulations puissantes au niveau macroéconomique, et à sans doute une vraie révolution dans les modes de production comme les modes de consommation, tout ça s'arrête pas à des prises de parole, à des colloques et à
un exercice d'autocritique d'un certain nombre de grands patrons, de grands financiers, de grands banquiers, pour qu'au bout du compte, cet exercice d'autocritique masque, mais assez mal, le fait que rien n'a changé, qu'on continue à faire du trading à haute fréquence, qu'on continue à vendre à découvert, qu'on continue à spéculer sur le prix des matières premières agricoles, qu'on continue pour les banques à spéculer pour compte propre, etc., etc. Et il faut qu'on en tire toutes les leçons. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est un des moyens de sortir de la crise, mais il faudra aussi s'attaquer au macro, et c'est ce qui me motive, moi, quand je me lève et que j'entre dans mon bureau de ministre de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie beaucoup, Benoît Hamon. Merci à vous.